Bienvenue dans À la hauteur, le podcast dédié à la communauté des âmes exigeantes, surtout avec elles-mêmes. Alors, je suis très contente de vous retrouver pour ce second podcast. Je l'avais déjà enregistré, en réalité c'est la deuxième fois que je l'enregistre, et la première fois que je l'ai enregistré c'était il y a presque 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des retours plutôt très positifs de ce premier épisode, des petites suggestions, c'est sûr, c'était bienvenu. Et en fait, j'avais déjà l'idée de travailler donc sur la honte pour ce deuxième épisode, ça va être le sujet de cet épisode-là. Et j'ai pris en compte ces retours et ces remarques et aussi les choses positives qu'on m'a dit. Et tout à coup, je me suis retrouvée avec un espèce de grille que j'allais devoir respecter parce que j'avais l'impression que c'était ça qu'on attendait de moi. Et étrangement, une des plus contraignantes, et je m'en suis rendu compte après, c'était le fait qu'on m'ait dit que j'avais une pensée très structurée et que ça avait l'air très fluide pour moi et blablabla. Blablabla. Du coup, c'est marrant parce que je me suis partie pour faire ce deuxième enregistrement en me disant, alors que jusque-là je le faisais pas, de prendre une feuille, de tout noter, etc., de réfléchir au sens, à l'ordre, machin. Et finalement, j'ai procrastiné pour faire ça parce que c'était plus du tout dans le flow, c'était plus dans ma façon de fonctionner naturelle. Et du coup, finalement, ce que j'ai enregistré, j'étais pas forcément satisfaite ni à l'aise. Donc voilà, petite leçon à retenir. Vous n'êtes pas obligé de devenir les commentaires qu'on fait à propos de vous, à propos de votre travail. Et sachez que en fait, c'est intéressant parce qu'on a conscience que quand on émet une critique envers quelqu'un, ça a un impact sur sa façon d'être, en général, pas sur tout le monde, mais globalement en général. On a moins conscience quand c'est un compliment. Et en fait, surtout quand on a un syndrome de l'imposteur, ce qui se passe, c'est que les compliments, ça vient ajouter de la pression. Et la fois suivante, on a la sensation qu'il faut qu'on soit aussi à la hauteur que ce pourquoi on a mérité, entre guillemets, des compliments la première fois. Et quand vous dites quelque chose, vous faites un compliment ou vous avez une appréciation positive de quelqu'un, que vous le vouliez ou pas, quelque part, vous le mettez dans une case. Donc je vous dis pas de plus faire de compliments, c'est toujours sympa et si vous avez envie de m'envoyer des compliments par mail, j'en serais très heureuse, il n'y a aucun problème, j'apprends à les gérer comme vous. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, c'est pas sans impact le retour des autres et même quand il est positif, il peut aussi vous enfermer. Donc voilà, ne soyez pas ce que les autres disent que vous êtes, soyez vous-même, faites-vous plaisir et c'est pour ça que là, je le fais sans papier, sans structure, sans rien et je me dis que ce que j'ai à vous transmettre, ça va me revenir. J'ai confiance dans le fait que le plus important va sortir maintenant. Donc, la honte. Pourquoi aborder ce sujet aujourd'hui ? Déjà parce que c'est un sujet récurrent avec le syndrome de l'imposteur. Chez les personnes que je coach et aussi chez les personnes que j'ai au téléphone pour des appels déclics. Ce sentiment de honte qui est souvent lié au fait de ne pas se sentir assez, pas assez intelligente, pas assez compétente, pas assez ou même voire trop. Et où globalement, ça crée du malaise, du mal-être. Et c'est un sentiment qui est très tabou, dont on a du mal à se dépatouiller. Et en fait, du coup, c'est un peu le truc aussi dont on sait pas trop quoi faire. C'est un peu la patate chaude, c'est un peu tabou. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on parle de la honte ? Qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Donc, comme toutes vos émotions, la honte, elle a une fonction, elle n'est pas là juste pour venir vous embêter. Alors, pour vous faire un petit peu d'histoire, en gros, la honte, elle a une fonction globale dans notre espèce. Étant une espèce qui vit en communauté, on a besoin que, pour que ça se passe bien, les différents individus, les différents membres d'une communauté respectent certaines règles. Et en fait, ce qui vient renforcer la capacité à respecter certaines règles, c'est justement cette honte. Et pourquoi c'est aussi douloureux ? Parce qu'en fait, ça nous renvoie à la peur du rejet. Et en fait, cette peur du rejet, si vous m'avez pas déjà entendu en parler, je le rabâche sans arrêt, mais c'est hyper important. Cette peur du rejet, elle est très associée à une peur de mourir. Parce que pendant des milliers d'années, être un individu isolé, éjecté du groupe parce qu'on n'avait pas respecté certaines règles, par exemple, ou pour toute autre raison,
un individu qui a été rejeté, c'était un individu qui allait mourir parce qu'on vivait dans des conditions où la survie était impossible pour un être humain seul. Et encore aujourd'hui, on voit à quel point c'est compliqué, la solitude, le fait d'être vraiment isolé des autres. C'est un facteur qui est vraiment lourd à gérer. Donc c'est encore quelque chose de très douloureux pour nous, cette peur du rejet, qui du coup relie directement à la peur du regard des autres, la peur du jugement. Et tout ça, en fait, on l'intériorise à l'intérieur de nous, on intériorise ce regard des autres, qu'il soit vrai ou pas, en tout cas, on le fait nôtre, et on le porte sur soi pour prévenir le risque de rejet. Et c'est notamment ce genre de choses qui fait que vous avez des pensées de dévalorisation. Quelque part, vous anticipez ce que pourraient vous dire les autres. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec ce sentiment de honte? Prenez une situation où, par exemple, vous avez fait une erreur, où vous êtes dans une situation que vous considérez être comme un échec. Ce qui va se passer, c'est que la honte, elle va apparaître et elle est là pour vous dire que c'est un warning, c'est un espèce de panneau de signalisation énorme et très désagréable qui est là pour dire attention, là, il s'est passé quelque chose qui est un risque pour toi de rejet par les autres. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de cette info? Première chose, c'est que on va décider de rabaisser notre estime de nous-mêmes. Pourquoi? Parce que la situation qu'on nous a fait vivre, laisse à penser que les autres auraient une moins bonne estime de nous que ce qu'on pensait avoir. Par exemple, dans le cas de moqueries ou d'une humiliation subie de la part de quelqu'un d'autre, ou que les autres pourraient avoir une image dégradée de nous. Par exemple, dans le cas d'un échec où on anticipe que les autres vont être déçus, par exemple, de qui on est ou de notre comportement. Et donc, comme on anticipe le fait que les autres nous perçoivent ayant une estime de nous-mêmes, nous estiment de manière plus basse que ce qu'on pensait être. Par exemple, disons que les autres, sur une échelle de 1 à 10, nous estiment en réalité non pas à 7 ou 8, mais à 3 ou 4. C'est l'impression que ça nous donne. Et soi-même, on va aller se rabaisser, se dévaloriser pour redescendre à ce niveau-là, pour prévenir le risque de rejet. En fait, c'est absolument animal comme fonctionnement. Je pense que vous avez déjà observé ça chez des chats ou chez des animaux comme ça, que vous avez peut-être vu même à la télé. Le fait que quand il y a un dominant qui est là, la plupart vont se faire tout petits, vont essayer de prendre le moins de place possible et pour éviter en fait que le dominant aille à l'affrontement et que finalement ça se passe encore plus mal pour eux. Et donc le fait de se faire tout petit, c'est une manière d'essayer de se faire accepter. Et là c'est un peu la même chose, c'est le fait de s'auto-flageller, se dévaloriser, se dénigrer soi-même, c'est une manière de s'excuser pour ce qu'on est et de dire ok, désolé, je ne me mettrai plus autant en avant, je ferai attention, je ne serai plus une source de dérangement pour vous, etc. Donc l'objectif final, c'est bien d'éviter d'être rejeté du groupe. Une autre chose importante à savoir, c'est que en tant qu'être humain, on préférera toujours maintenir une relation, même si elle est désagréable, plutôt que de la perdre. Alors, c'est pas un absolu, évidemment, il y a toujours des exceptions, machin, tout ça, c'est général. C'est comme on est une espèce qui fonctionne en groupe, on préfère une relation qui est entre guillemets malsaine pour nous, c'est-à-dire où il y a plus d'inconvénients que d'avantages pour nous dans cette situation, que pas de relation du tout. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de ce genre de recherche, on s'est aperçu que des enfants dans un orphelinat qui étaient nourris, qui avaient tous les soins de base pour le corps qui étaient remplis, mais qui n'avaient pas de rapport affectueux avec des adultes, quasiment pas de rapport, avaient beaucoup plus de problèmes de santé mentale et physique à l'âge adulte que des enfants qui avaient été peut-être maltraités, mais qui avaient eu des contacts avec des adultes et qui avaient eu des rapports forts, même si ça pouvait être des rapports violents. Alors, je n'ai pas du tout les références de tout ça, je crois que c'est Boris Cyrulnik qui en a parlé à propos de la résilience. Et d'une manière générale, je vous le dis tout de suite, je ne vous donnerai pas les références des choses dont je vous parle, parce que ça ne m'intéresse pas de faire ça. Et que si ça vous intéresse vraiment, vous ferez vos propres recherches. Et c'est une invitation aussi à... faites-vous vos propres opinions et testez les choses.
allez vérifier si ce que je vous dis c'est vrai, plutôt que de me croire sur parole. D'une manière générale, ça peut vous faire que du bien de douter, parce qu'on entend énormément de choses et qu'une des plus grosses problématiques qu'on a avec ce syndrome de l'imposteur, mais pas que, c'est cette tendance un peu à trop se conformer à ce que l'autre nous dit, à prendre les choses telles qu'elles sont sans les remettre en question et à avoir du mal à oser remettre en question. Donc remettez-moi en question, allez vérifier, ou ne croyez pas ce que je dis et vérifiez par vous-même en faisant vos propres expériences. Ça vous sera beaucoup plus bénéfique que si je vous donne les références, qui en plus, pour moi, c'est fastidieux et pas très intéressant. Et moi, je préfère largement m'amuser dans ce podcast, ça sera d'autant plus agréable pour vous. Donc pour revenir sur la honte, donc c'est bien un sentiment en fait d'autoprotection. Donc parce qu'il nous permet déjà d'éviter un rejet futur de la part du groupe en minimisant notre propre valeur. Le deuxième effet que va avoir la honte, ça va être de désactiver la colère. Parce que imaginons si vous avez vécu une situation d'humiliation et que vous vous mettez en colère contre la personne qui est en face de vous, qui vous a fait subir ça. Le risque, c'est que la relation se casse. Or, vous êtes déjà en situation de fragilité du fait que vous ayez vécu de la honte. Et comme je vous le disais, on a vraiment ce besoin vital du rapport avec les autres. Et désactiver la colère, ça permet justement d'éviter de rompre la relation. Donc on va avoir des situations parfois extrêmes où une victime, prenons par exemple le cas relativement extrême effectivement des victimes de viol, qui ne ressentent pas de colère contre leur agresseur, ressentent de la honte et voire même de la culpabilité. Et comment ça se fait ? C'est tout ce mécanisme-là justement qui se met en place, et donc derrière il y a tout un travail pour permettre à ces victimes-là d'avoir accès à leur colère, parce que ça se travaille, et que c'est une chose saine en fait de pouvoir extérioriser cette culpabilité, de ne pas prendre la culpabilité de l'agresseur sur soi, parce qu'en fait c'est ce qui se passe, comme l'agresseur n'est pas en capacité de prendre cette culpabilité, on la prend sur soi, donc de la remettre à l'extérieur, et dans des situations moins extrêmes où vous avez pu vivre de l'humiliation, c'est très utile aussi d'accepter de remettre les choses à leur place pour pouvoir avancer. Parce que le problème de la honte, c'est que c'est un peu comme une plaie que vous auriez eue et qui était peut-être pas forcément si grave au départ, mais comme c'est la honte, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout envie de montrer, et d'ailleurs shame en anglais ça vient de l'indo-européen S-C-H-A-M-E, donc très proche en écriture, mais je ne sais pas prononcer l'indo-européen, n'est-ce pas ? Qui veut dire se cacher, couvrir. Se cacher, c'est sûr, couvrir, je suis plus sûre. Et donc, c'est bien ça, c'est le besoin de cacher les choses. La honte ne survit pas à la lumière, c'est un animal qui aime énormément le secret, l'ombre, le tabou. Donc, une des manières de se débarrasser de sa honte, c'est de justement la mettre à la lumière, lui faire prendre l'air, parce que en fait, c'est un monstre qui a l'air énorme tant qu'il est tapi dans l'ombre, et qui se dissout très rapidement une fois qu'il est mis à la lumière au regard de quelqu'un de bienveillant qui peut vous accueillir tel que vous êtes et avec ce que vous avez vécu. Et donc je disais, c'est comme une plaie que vous avez eue qui était peut-être pas si grave au départ, mais la honte a fait que vous l'avez recouvert, vous le cachez, vous l'enfouissez bien au fond de vous, et vous avez fait un vieux bandage dégueulasse pas désinfecté. Et du coup, ce qui se passe, c'est que cette plaie-là, elle commence à s'infecter et elle prend de plus en plus de place, elle vous fait mal, elle se réveille facilement dès qu'il y a quelque chose qui s'en rapproche. Et donc, ça finit par prendre beaucoup plus de place que ce que c'était à la base. Sachant que les hontes qu'on peut vivre enfant, elles peuvent nous poursuivre vraiment très longtemps, pendant nous faire avoir des comportements encore à l'âge adulte. Parce que, en fait, cette honte, elle commence à se développer, je crois, vers l'âge de 2-3 ans, à un âge où le langage n'est pas encore très développé. En tout cas, la pensée ne passe pas forcément par le langage, et donc déjà, c'est difficile de passer par les mots pour parler de la honte, parce que dès l'origine, c'est un sentiment qui se développe à un moment où le langage n'est pas la source préférentielle pour s'exprimer. Et puis,
Oh là là, j'ai perdu le fil parce que je me suis impressionnée moi-même en disant source préférentielle. Donc voilà, donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, difficulté à l'exprimer. Et ensuite, le rôle fondamental de la honte chez l'enfant, c'est que l'enfant a un besoin vital de maintenir le lien avec la personne qui se charge de lui ou d'elle. Donc très souvent les parents, mais pas que. Et donc la honte va venir lui indiquer que là, il a vécu une situation qui risque de l'envoyer vers du rejet et qui a un risque vraiment conséquent que ça brise le lien avec la personne dont il est dépendant et que c'est donc très dangereux pour lui de ne pas rectifier sa façon de fonctionner. Et le problème, c'est que la honte, contrairement à la culpabilité, alors la culpabilité, elle est liée à un comportement, à des actions qu'on aurait fait, alors que la honte, elle est liée à qui on est. On a honte non pas d'avoir fait quelque chose, on a honte en réalité d'être ce qu'on est, d'être pas assez ou d'être trop ou d'être quelqu'un qui provoque des choses négatives. Donc c'est vraiment, ça touche à l'être et pas au faire. C'est pour ça aussi que c'est aussi douloureux parce que ça vient vraiment nous diminuer et en conséquence diminuer notre capacité de joie, d'expression, d'être vivant, hein, tout simplement. Et donc, où est-ce que je voulais en venir avec tout ça? Donc l'enfance, oui, d'où le fait qu'on ait du mal à l'exprimer. Et donc ah oui, donc l'enfant va s'adapter au comportement qu'il pense qu'on attend de lui pour rectifier ça. Donc on peut avoir des comportements très tôt d'adaptation et de suradaptation. Et ça peut venir de choses qui sont à la base simplement des petites taquineries, des moqueries, des choses qui sont jugées comme innocentes ou presque par les parents ou par les adultes qui entourent l'enfant et qui pourtant peuvent faire pas mal de dégâts parce que l'enfant évidemment ne fait pas la différence entre la moquerie légère et le fait qu'on remette en question sa façon d'être ou qui il est. Et donc, il va se suradapter pour éviter de revivre ce genre de situation. Et plus cet enfant aura grandi dans un contexte de moquerie, de fragilisation de son estime de lui-même, ça peut être aussi du harcèlement scolaire ou ce genre de choses, ou des parents extrêmement exigeants, ou voilà. Et bien plus ce genre de situation arrive, plus il y a de chances que cet enfant se suradapte, calque ce qu'il fait ou ce qu'il pense aimer sur ce qu'il pense qu'on attend de lui, et du coup s'éloigne de plus en plus de l'être qu'il aurait dû être et de ce qui est vraiment important pour lui dans la vie. Et donc on peut arriver avec des adultes qui sont complètement paumés sur qui ils sont, ce qu'ils veulent, est-ce qu'ils font la différence entre leurs besoins, les besoins des autres, et évidemment le syndrome de l'imposteur, puisqu'il reste ce décalage entre la personne qu'on montre, qui est la personne très adaptée, qui porte un masque, qui est absolument sensible. Souvent, les personnes qui ont vécu beaucoup de honte et des moments difficiles comme ça ont développé une très grande sensibilité, une très grande capacité à lire ce que les autres attendent d'eux. Donc, c'est beaucoup de coachés qui me disent qu'en entretien ou quand elles sont avec un client, elles sont super fortes pour, entre guillemets, faire semblant ou donner le change. Et que lorsqu'on sort de ça, quand il est question non plus d'être en représentation, mais de se montrer tel qu'on est ou de montrer son travail, là c'est la catastrophe parce qu'elles ont le sentiment qu'il y a un fossé entre les deux et qu'il ne faut absolument pas qu'elles montrent comment elles sont. Et le souci, c'est qu'on a peur de se montrer tel qu'on est parce qu'on a inconsciemment cette idée que si je me montre tel que je suis, alors je serai rejetée. Donc, beaucoup de choses qui viennent de honte liées à l'enfance ou de honte que vous avez vécue dans votre parcours, qu'il est intéressant d'aller revisiter, non pas par masochisme, mais en fait pour aller tout simplement découvrir la plaie, enlever le bandage et toute l'infection, on désinfecte, on nettoie, tout ça, donc c'est désagréable, c'est pas une étape sympa. Et comment on fait ça? Il faut la mettre au jour, il faut en parler avec quelqu'un qui est en capacité de vous recevoir, de vous accueillir avec bienveillance et idéalement non-jugement, surtout ce non-jugement, et de faire cette expérience que même en se montrant tel qu'on est, on est accepté et on peut être aimé inconditionnellement.
Parce que c'est souvent ça le problème, c'est que on a des enfants aussi qui vivent qui ont grandi avec une éducation où les parents, qui ont fait le meilleur qu'ils pouvaient à l'époque où ils ont vécu avec le bagage qu'ils ont eu eux-mêmes, ont parfois conditionné leur amour à un certain comportement et où du coup n'ont pas ce bagage essentiel d'amour inconditionnel, cette connaissance, ce savoir que quoi qu'ils sont, quoi qu'ils fassent, ils seront toujours aimés. Et donc il y a toujours une espèce d'hypervigilance, une peur du jugement des autres, peur du regard des autres, puisque si on ne se comporte pas bien, eh bien on ne sera plus aimé et il y a un fort risque de rejet. Donc voilà, j'espère que ces explications sur la honte vous éclaireront. Évidemment, j'ai les miennes aussi à les soigner, on n'a jamais tout à fait terminé. Parce que quand on déblaye les gros morceaux, on finit par trouver des plus petits qui traînaient au fond du grenier et qui étaient moins visibles parce qu'il y avait d'autres choses plus grosses avant. Mais plus vous avancez sur ça, et plus vous êtes capable de faire des choses pas extraordinaires, en fait, juste à votre mesure, à la mesure de ce que vous avez envie d'apporter au monde. Étant des personnes exigeantes, n'est-ce pas, vous avez envie de faire des grandes choses. Donc, allez soigner vos hontes, allez en parler. Et si ça vous parle, vous savez maintenant, je pense, ou je ne l'ai pas tant répété que ça, que vous pouvez aller sur mon site et réserver ensemble ce que j'appelle un appel déclic. Et on prendra le temps d'en parler ensemble, c'est offert. Et ça peut vous permettre justement d'avoir cette première expérience de quelqu'un qui vous accueille tel que vous êtes, dans la bienveillance et sans jugement, parce que c'est comme ça que vous allez faire ce premier pas pour vous permettre d'être vous-même. Donc voilà, je vous laisse sur ça. Si vous avez aimé, mettez des pouces, des étoiles, ce que vous voulez. Envoyez-moi un message, dites-moi que vous m'aimez, faites ce que vous voulez. Si vous sentez le cœur de me renvoyer de l'amour, eh ben c'est chouette. Et puis sinon, il n'y a pas de problème. Je suis très contente que vous m'ayez écouté et je vous dis à bientôt.